Alors, bienvenue dans cette capsule vidéo qui commence par la première page du Journal de Montréal du 8 avril 2020. Sur cette première page-là, on retrouvait la fameuse courbe du docteur Arruda qui nous demandait d'aplatir pour contrer la COVID-19. Ben, cette fameuse courbe-là, quand on la regarde, on peut voir qu'elle a une espèce de forme de cloche. Et cette courbe-là est ce qu'on appelle une courbe normale. Et c'est exactement ce qu'on va étudier dans le cours d'aujourd'hui. On va parler de la loi normale, qui est, avec certitude, la loi la plus importante de la statistique. Alors voici à quoi ça ressemble une courbe normale. Une espèce de courbe en forme de cloche. Il y en a même qui appellent ça la cloche de Gauss. Et ce qu'il faut remarquer dans cette courbe-là, c'est qu'au milieu de la courbe, vous avez la moyenne qui est là. Donc le sommet de la courbe est atteint vis-à-vis la moyenne. Et vis-à-vis chacun des points d'inflexion, vous avez la moyenne plus l'écart type et la moyenne moins l'écart type. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est quoi un point d'inflexion? C'est un point où la concavité change. Donc, c'est le point où, dans le fond, quand vous dessinez la courbe, vous tournez votre poignet dans une autre direction pour dessiner la fin de la courbe, par exemple. Donc, voilà à quoi ça ressemble, une courbe normale. La fonction de densité d'une loi normale, en fait, la loi normale, elle dépend de deux paramètres. Elle dépend de la moyenne, qu'on représente par mu, et de la variance, qu'on représente par sigma carré. Et quand vous avez une variable qui suit une loi normale, ben, vous allez écrire, comme ici, x est distribué selon une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré. La fonction de densité est donnée par cette fonction-là ici, qui est quand même pas très jolie à première vue. Et cette fonction-là, cette courbe-là, elle a été découverte par deux grands mathématiciens qui sont Laplace et Gauss. Gauss est le même que vous avez vu en algèbre linéaire pour résoudre des systèmes d'équations. Cette courbe-là, à l'origine, servait à représenter des erreurs d'observation en astronomie. Et c'est un Belge qui s'appelle Quetelet qui a découvert beaucoup plus tard que ben, cette courbe-là, elle ne servait pas uniquement à représenter des erreurs d'observation en astronomie, mais elle servait aussi à représenter bien d'autres choses. Quetelet, en fait, a fait une étude sur des soldats écossais, un régiment de soldats écossais, donc il y avait beaucoup de soldats à sa disposition. Et il a pris des mesures sur la taille, le poids et sur les soldats en question. Et il s'est rendu compte en faisant des graphiques que tous ces graphiques ressemblaient à des cloches, comme la fameuse courbe de Gauss et Laplace. Et c'est lui qui s'est dit, ben, la loi normale pourrait servir à bien d'autres choses que l'étude des erreurs d'observation en astronomie. Donc, c'est un peu à lui qu'on doit euh, l'utilisation de la loi normale aujourd'hui. Vous avez au bas de la page, dans vos notes de cours, vous avez donc trois endroits pour faire des graphiques. La courbe normale dépend de la moyenne et de l'écart type, ou de la variance, si vous préférez. Ben, vous voyez, si on a, par exemple, une courbe normale de moyenne 50 avec un petit écart type, ben, on a encore une courbe en forme de cloche, mais une courbe qui va être très effilée, qui va monter très haute et qui sera très, très mince, si on peut dire. Si on augmente un peu la variance, si on la met à 10, ben là, elle va monter moins haute, mais elle va être plus élargie. Et si on augmente encore plus l'écart type, si on le met à 20, ben on a encore notre courbe en forme de cloche, mais une courbe qui serait très aplatie. Bref, quand le docteur Arruda nous demandait d'aplatir la courbe, il faut comprendre que ce qu'il nous demandait, dans le fond, c'est d'abaisser la moyenne et d'augmenter l'écart type. Alors, c'est ce que ça donne. Quand vous regardez la troisième courbe, vous vous rendez compte qu'effectivement, on a affaire à une courbe qui a été très aplatie. Bon, pour calculer des probabilités à l'aide de la loi normale, ben, il faut comprendre qu'il faudrait effectuer à chaque fois l'intégrale de a à b de 1 sur sigma racine de 2 pi e à la moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré dx. Et je suis certain qu'il n'y a pas grand monde parmi vous qui ont le goût de s'attaquer à ce genre d'intégrale-là. D'autant plus qu'avec les méthodes d'intégration traditionnelles, on ne pourrait pas résoudre cette intégrale-là. Pour la résoudre, il faudrait en fait développer à l'aide de séries
ce qu'il y a dans l'intégrale et intégrer terme à terme, ce qui ferait des intégrales quand même très longues et pas nécessairement faciles. Si vous regardez dans vos notes de cours, vous allez voir qu'il y a une table où est-ce que c'est marqué table de loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Ben, réjouissons-nous parce que ce que vous avez dans cette table-là, dans le fond, c'est toutes les intégrales que vous avez en haut qui sont calculées pour sigma égale 1 et pour mu égale 0. Cette table-là, c'est ça qu'on va utiliser chaque fois qu'on va vouloir calculer une probabilité à l'aide de la loi normale. Et cette table-là, je vous suggère très fortement de la faire imprimer et de la voir avec vous à chaque fois que vous allez faire des exercices de statistiques parce que d'ici la fin de la session, à peu près à chaque exercice que vous allez faire, vous allez utiliser cette table-là. En fait, il va avoir, vous allez le remarquer quand vous ne l'utiliserez pas parce que presque à chaque exercice, vous allez en avoir besoin. Comment elle fonctionne, cette table-là? Bien, on va voir beaucoup d'exemples pour apprendre à l'utiliser. Avant de l'utiliser, par contre, vous allez avoir besoin des informations suivantes. Premièrement, il faut se rappeler que la probabilité est toujours donnée par l'aire sous la courbe. Ensuite, que l'aire totale sous une courbe est de 1. Puisque la courbe elle est parfaitement symétrique, l'aire de chacun des côtés de la moyenne sera de 0,5. Et la table de loi normale fonctionne pour une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Alors, plus tard, on va voir quoi faire si on n'a pas de moyenne 0 et un écart type de 1, mais pour l'instant, on va se limiter avec des lois normales de moyenne 0 et d'écart type 1. Le petit schéma que vous avez au haut de la table n'est pas là pour rien non plus. Il nous indique que ce qu'on va trouver dans la table, c'est toujours l'aire sous la courbe entre la valeur 0 et une valeur de z qu'on va avoir à chaque situation où on cherche une probabilité. Donc, dans le fond, ce que vous allez trouver dans la table de loi normale, c'est toujours la probabilité de vous trouver entre 0 et une valeur de z. Comme la courbe elle est symétrique, mais on pourra aussi trouver les valeurs entre moins z, les probabilités entre moins z et 0. Puis comme on sait que de chaque côté, la probabilité est de 0,5, ben, quand on va chercher la probabilité dans les extrémités, on va pouvoir la trouver aussi en servant de ces astuces. Allons-y maintenant avec les exemples qu'on vous demande de compléter dans vos notes de cours. Alors, première question qu'on vous demande, on vous dit, ben, si Z est distribué, est une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Donc, on écrit Z est distribué selon une normale de moyenne 0. Et j'ai dit d'écart type, mais dans le fond, c'est toujours la variance qu'on met. Donc, de variance 1. Ben, trouver, première question, la probabilité que Z soit plus grand que 0 et plus petit que 1,24. On va faire le dessin de ça. Si vous regardez dans la courbe normale, hein, entre 0 et 1,24, ben, ça ressemble à ça. Et ça, ben, c'est pareil au dessin que vous avez au-dessus de votre table de loi normale. Donc, on va pouvoir trouver cette réponse-là directement dans la table. Comme on cherche la valeur 1,24, ben, on va aller à la ligne 1,20 et à la colonne 0,04. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intersection des deux? Ben, on trouve la valeur 0,3925. Alors, ça veut dire que la probabilité que Z soit compris entre 0 et 1,24, elle se trouve à 0,3925. L'exemple suivant est un peu semblable. On vous demande la probabilité que Z soit plus grand que 0, plus petit que 2. Remarquez que à partir de maintenant, chaque fois que je vais utiliser la lettre Z majuscule, ce sera pour représenter une loi normale de moyenne 0 et de variance 1. Alors, on va établir cette règle-là à partir de maintenant. Là. Dès que vous voyez un Z majuscule, c'est une normale 0,1. Alors, la probabilité qu'une normale 0,1 soit comprise entre 0 et 2, ben, encore là, je fais mon dessin. J'ai l'aire sous la courbe entre 0 et 2. Et comme c'est exactement le schéma que vous avez au-dessus de votre table, ben, ça veut dire qu'on va regarder à la ligne 2,00 et à la colonne 0,00, parce qu'on cherche dans le fond à 2,00. Donc, ça nous donne 0,4772. Donc, la probabilité vaut 0,4772.
OK, un exemple un peu différent cette fois-ci, la probabilité que Z soit supérieur à 1,54. Alors, si je représente ça par un schéma, ça ressemble à ce schéma-là que vous avez ici. Ben ça, c'est pas le schéma que vous avez au-dessus de votre table. Alors, il va falloir faire des petites acrobaties pour arriver à utiliser ce schéma-là que vous avez au-dessus de votre table. Comment on va faire ça? Ben, on sait que l'air sous la courbe à droite de 0 vaut 0,5. Alors, la surface, donc, qui est ici, là, que vous avez dans toute cette grande région-là, ça vaut 0,5. Et on peut enlever l'air sous la courbe entre 0 et 1,54. Et ça, le deuxième schéma que vous avez, celui-là ici, ben, ça correspond exactement à celui que vous retrouvez en haut de votre table. Alors, on va pouvoir le trouver directement dans la table. Donc, on va garder à 1,50, la ligne 1,50, la colonne 0,04. Et ça veut dire qu'on va trouver comme valeur 0,4382. Et l'air qu'on va trouver, donc, ce sera 0,5 moins 0,4382 qui donne 0,0618. Donc, la probabilité est de 6,18% ou 0,0618. L'exemple suivant, on cherche la probabilité que Z soit compris entre 1 et 1,76. Ben, si vous regardez votre schéma, vous voyez, on cherche l'air de cette région-là ici. Il y a un petit trou ici, hein, c'est pas complet, là. Il y a un vide ici. Alors, pour trouver cette probabilité-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut d'abord trouver l'air sous la courbe entre 0 et 1,76. Ça, on va le trouver facilement dans la table. Et on va enlever l'air sous la courbe entre 0 et 1. Ça aussi, on va le trouver facilement dans la table. Alors, si on regarde pour 1,76, ben, on va à la ligne 1,7 et la colonne 0,06. On trouve 0,4608. Et entre 0 et 1, ben, on va voir dans la table à 1,00 et on trouve 0,3413, ce qui nous donne un total de 0,1195. L'exemple suivant, on cherche la probabilité que Z soit entre moins 2,43 et 0. Alors, si je fais le schéma, ben, vous voyez que l'air sous la courbe entre moins 2,43 et 0, ben, comme la courbe elle est parfaitement symétrique, ben, ce sera égal à l'air sous la courbe entre 0 et 2,43. Et ça, je peux trouver ça directement dans la table en regardant à la ligne 2,40 et la colonne 0,03 où je trouve une probabilité de 0,4925. Donc, la probabilité recherchée est de 0,4925. L'exemple suivant, on cherche la probabilité que Z soit inférieur à moins 0,64, ce qui veut dire graphiquement, on cherche l'aire de la région qui est représentée à votre écran. Par symétrie, on sait que c'est la même chose que l'aire entre 0,64 et l'infini. Alors, on va prendre l'air sous la courbe entre 0 et l'infini et on va lui enlever l'air sous la courbe entre 0 et 0,64. Donc, l'air sous la courbe entre 0 et l'infini, ben, on sait que c'est 0,5, mais celle entre 0 et 0,64, ben, on va regarder à la ligne 0,60 et à la colonne 0,04. Et on va trouver comme valeur 0,2389. Alors, ça nous donne donc 0,5 moins 0,2389 qui fait 0,2611. Un autre exemple, on vous demande de trouver la probabilité que Z soit supérieur à moins 1,56. Alors, ça veut dire qu'il faudrait trouver l'air sous la courbe entre moins 1,56 et l'infini. Ça veut dire pour nous donc qu'on peut prendre l'air sous la courbe entre 0 et l'infini, ce que vous avez ici, et lui ajouter l'air sous la courbe entre 0 et 1,56 parce que cette aire-là, c'est la même aire sous la courbe entre moins 1,56 et 0. Alors, comme c'est symétrique, ben, l'air donne exactement la même chose. Alors, l'air du premier graphique, ben, on sait que ça ici, l'air, c'est 0,5. Puis l'air entre 0 et 1,56,
ben, on a juste à regarder dans la table à la ligne 1,50, à la colonne 0,06, et on va trouver une probabilité de 0,5 moins 0,40, plus 0,4406, qui va donner 0,9406. Un autre exemple, on nous demande la probabilité que z soit égale à 1. Ben, rappelez-vous que la variable aléatoire qu'on a, qui suit le normal 0,1, elle est une variable aléatoire continue. Et trouver la probabilité que z soit égale à 1, ça reviendrait à faire l'intégrale de 1 à 1 de la fonction de densité. Et on sait que dans une intégrale définie, donc une intégrale où il y a des bornes, si on a la même borne en haut et la même borne en bas, ben à ce moment-là, l'intégrale va donner 0. Alors la probabilité en question que l'on recherche, c'est 0. Et à partir de maintenant, dès que vous verrez que vous avez une variable aléatoire continue et que vous cherchez la probabilité que cette variable-là soit égale à quelque chose, vous n'avez même pas à faire de dessin ou à calculer, vous pouvez immédiatement inscrire que ça va donner 0 comme résultat. OK, maintenant on a appris comment travailler avec une normale de moyenne 0 et de variance 1. La table de loi normale fonctionne pour les lois normales de moyenne 0 et de variance 1, mais ce ne serait pas tellement pratique si on ne pouvait pas faire autre chose avec cette table-là. Ben, que faire si on a une moyenne qui n'est pas 0 et ou une variance qui n'est pas égale à 1? Ben, on va quand même pouvoir utiliser la table à une condition, c'est qu'on travaille avec la cote Z. Et la formule de la cote Z, on l'a vu déjà dans les stats descriptives, la formule de la cote Z, c'est la donnée moins la moyenne divisé par l'écart type. Alors, c'est ça qu'on va utiliser pour ramener notre variable de loi normale qui n'est pas de moyenne 0 ou de variance 1, pour la ramener à une variance, à une variable de moyenne 0 et de variance égale à 1. Alors, allons-y avec un exemple où on nous dit que le revenu annuel des habitants d'une ville du pays est distribué normalement avec une moyenne de 28 000 et un écart type de 6 000. Alors, première chose, bien sûr, on va définir notre variable. Donc, on va dire X, c'est le revenu annuel des habitants de cette ville. Et par la suite, on va écrire que X est distribué selon une normale de moyenne 28 000 et de variance 6 000 au carré. Je pourrais faire le calcul de 6 000 au carré, mais je ne le ferai pas parce que ce ne sera pas utile dans les calculs qui vont suivre. Parce que dans les calculs qui vont suivre, on va utiliser toujours l'écart type. Alors, comme on sait que la variance vaut 6 000 au carré, ben on sait immédiatement que l'écart type vaut 6 000. Alors, la première question qui vous est posée, c'est de déterminer le pourcentage des citoyens de cette ville qui ont un revenu annuel compris entre 28 000 et 36 000 ben, pour arriver à faire ça, ben, dans le fond, on cherche la probabilité que le revenu, donc X, soit compris entre 28 000 et 36 000. Comme X n'est pas de moyenne 0 ou de variance 1, alors on va calculer la cote Z. Donc, ça donne la probabilité que la cote Z soit comprise entre la cote Z de 28 000, on fait 28 000 moins la moyenne sur l'écart type, donc moins 28 000 sur 6 000. Et la cote Z de 36 000, on fait 36 000 moins la moyenne sur l'écart type, donc de 6 000. Et ça nous donne donc une probabilité que la cote Z, pas le revenu, la cote Z du revenu, soit comprise entre 0 et 1,33. Et une fois qu'on est rendu là, ça revient à faire exactement ce qu'on faisait tout à l'heure. C'est-à-dire, on va calculer l'aire sous la courbe entre 0 et 1,33. Et on peut trouver ça directement dans la table à la ligne 1,30 et à la colonne 0,03. Et ça nous donne 0,4082. Alors à la question, le pourcentage de citoyens de cette ville qui ont un revenu compris entre 28 000 et 36 000 la réponse, c'est 40,82 %. Petit truc, et je vais utiliser ça, vous allez voir dans tous les exemples que je vais faire d'ici la fin de la capsule. Retenez les lettres suivantes, P, Z, D et T. P, c'est pour probabilité. Donc, j'ai trouvé ici la probabilité qui était demandée dans la question.
Z, ben, j'ai calculé les codes Z. Voici ce que j'ai. D, c'est le dessin de ce que je veux trouver. Et T, ben, je m'en vais fouiller dans la table pour trouver ma réponse finale. Alors, retenez ça. P, Z, D, T. Tout ce que je vais faire d'ici la fin, ça va toujours être P, Z, D, T, probabilité, code Z, dessin, table. Dans l'exemple suivant, ben, on cherche la probabilité, en fait le pourcentage de citoyens qui ont un revenu annuel supérieur à 40 000 $. Alors, d'abord, notre probabilité, ben, c'est la probabilité que le revenu soit plus grand que 40 000. On va calculer la cote Z, donc ça devient la probabilité que la cote Z soit plus grande que 40 000 moins 28 000 sur 6 000. Donc, toujours la donnée moins la moyenne sur l'écart type. Donc, ça donne probabilité que Z soit supérieur à 2. Et là, ben, si on représente graphiquement, ça veut dire qu'on cherche la région qui est à droite sur notre graphique. Alors, on va faire 0,5 moins l'aire sous la courbe entre 0 et 2. R sous la courbe qu'on va trouver dans la table, donc le fameux T, à la ligne 2,00 et à la colonne 0,00, ce qui fait 0,5 moins 0,4772, ce qui donne 0,0228, donc une probabilité, un pourcentage de 2,28%. L'exemple suivant, un revenu annuel inférieur à 25 000 $. Alors, comment on va faire ça? Ben, on cherche la probabilité que X soit inférieur à 25 000, ce qui revient à calculer la probabilité que la cote Z soit inférieure à moins 0,5. On fait notre dessin. Pour trouver ça, ben, on va prendre, ça revient à faire l'aire entre 0,5 et l'infini. Donc, on va prendre l'aire comprise entre 0 et l'infini, et on va lui retrancher l'aire comprise entre 0 et 0,5. Alors, si on regarde dans la table, l'aire entre 0 et 0,5, ben, c'est à la ligne 0,50 et la colonne 0,00. Alors, ça nous donne 0,5 moins 0,1915, donc 0,3085 ou un pourcentage de 30,85%. On cherche maintenant le pourcentage de citoyens qui ont un revenu annuel compris entre 26 000 et 31 000 $. Alors, notre probabilité et notre code Z, ben, on les a à l'écran. Hein, c'est la probabilité que le revenu soit entre 26 000 et 31 000. Donc, la probabilité que la code Z du revenu soit entre moins 0,33 et 0,5. Ce qui veut dire que graphiquement, ben, on cherche l'aire sous la courbe entre moins 0,33 et 0,5. Ce qu'on va obtenir en faisant l'aire sous la courbe entre moins 0,33 et 0 et entre 0 et 0,5. Donc, à 0,33 dans la table, ben, on trouve la valeur 0,1293 et à 0,5, ben, on trouve dans la table la valeur 0,1915. Alors, quand on fait l'addition des deux, ben, ça nous donne 0,3208, donc il y a un pourcentage de 32,08%. Prochaine question, ben, ça va être très court. Un revenu annuel égal à 30 000 $, ben, on a dit que quand on avait une variable continue, ben, la probabilité que x égale quelque chose était toujours de 0. Alors, c'est 0. Alors là, maintenant, on va travailler des exemples un peu particuliers. En fait, où est-ce que là, au lieu de chercher le pourcentage de citoyens qui ont un revenu compris dans un certain intervalle, on va vous donner le pourcentage, mais vous allez devoir trouver c'est quoi les revenus qui vous donnent cette probabilité-là. Alors, la question est, on vous dit il y a 20% des citoyens de cette ville qui ont un revenu supérieur à une certaine valeur. Cette valeur-là, on va l'appeler pour le moment K. Donc, on cherche on cherche K tel que la probabilité que X soit supérieur à K est égale à 0,2. Vous vous rappelez hein, tout à l'heure quand je vous disais PZDT, probabilité code Z dessin table, ben là on vient de trouver la probabilité. Prochaine étape, la code Z. On cherche la probabilité que la code Z soit supérieure à K moins 28 000 sur 6 000. Ben ça c'est égal à 0,2. Là maintenant on va faire notre dessin, mais j'ai un petit problème encore. Parce que je ne sais pas si la cote Z que je cherche est positive ou négative.
Si elle est positive, ça veut dire que l'air sous la courbe dans cette région-là, ici, donc, où est-ce que c'est plus grand que la cote Z, vaut 0,2. Si c'est négatif, ça veut dire que la cote Z de ce qui est plus grand, pas la cote Z, mais l'air sous la courbe de ce qui est plus grand que ma cote Z vaut aussi 0,2. Il y a un des deux de ces deux dessins-là qui n'a pas d'allure et probablement que vous avez déjà trouvé c'est lequel des deux. C'est le deuxième. On ne peut pas avoir une surface aussi grande qui est égale à 0,2 parce que on sait que l'air sous la courbe entre 0 et l'infini, donc toute cette région-là ici, ça vaut 0,5. Donc, j'ai quelque chose, 0,5 plus une autre surface ne peut pas me donner 0,2. Alors, je sais que ce deuxième dessin-là n'a pas d'allure, donc ma cote Z, elle est positive. Et si j'ai une surface de 0,2 dans l'extrémité de droite, ben, ça veut dire qu'entre 0 et ma cote Z, j'ai une probabilité de 0,3. Alors, on va aller fouiller dans la table, mais au lieu d'aller fouiller avec les valeurs qui sont sur les côtés de la table, le 0,3 que j'ai, c'est les valeurs qu'on a à l'intérieur de la table. Donc, on va aller voir à l'intérieur de la table quelle est la valeur la plus près possible de 0,3. Et cette valeur-là, ben, vous l'avez ici, c'est 0,2995. C'est la valeur à l'intérieur de la table qui est vraiment le plus près de 0,3. Alors, ça veut dire que ma cote Z de K-28 000 sur 6000, ben, elle va être égale à 0,84 parce que le point 2995, il est à l'intersection de la ligne 0,80 et de la colonne 0,04. Alors, on va résoudre l'équation K-28 000 sur 6000 égale 0,84 et ça veut dire que K ben, va être égal à 33 040 $. Allons-y d'un autre exemple semblable. On vous dit que 15% des citoyens de cette ville ont un revenu supérieur à une certaine valeur. Alors, encore une fois, on va appeler cette valeur K. Toujours ma probabilité, donc probabilité que X soit supérieur à K, donc que le revenu soit supérieur à K est égal à 0,15. Je calcule ma cote Z, donc Z plus grand que K moins 28 000 sur 6000 est égal à 0,15. Encore là, je vais réfléchir avec mes dessins. J'ai deux possibilités. Ou j'ai le premier dessin, ou j'ai le deuxième. Le premier dessin a du sens, mais le deuxième, lui, n'en a pas, parce que c'est impossible que l'air de cette région-là donne quelque chose de plus petit que 0,5. Il faudrait que ce soit plus grand que 0,5. Alors, on va aller voir dans la table, mais avant d'aller voir dans la table, j'ai besoin de l'air entre 0 et ma valeur de code Z, donc l'aire de la région ici. Alors, cette aire-là, ben, elle vaut 0,35, puisqu'on sait que au total, il faut que les deux donnent 0,5. Et si on va voir à l'intérieur de la table la valeur la plus près possible de 0,35 qu'on a, ben, vous l'avez ici, c'est 0,3508. Et ça, c'est à l'intersection de la ligne 1,00 et de la colonne 0,04. Donc, ma cote Z va être égale à 1,04 et ça veut dire que K va être égal à 34 240 $. Le suivant, 68% des citoyens de cette ville ont un revenu supérieur à une certaine valeur. Alors, encore une fois, on va appeler cette valeur K. La probabilité, ben, c'est la probabilité que X soit supérieur à K qui vaut 0,68. Donc, si on met ça en code Z, ça devient la probabilité que Z soit supérieur à K moins la moyenne sur l'écart type, qui est égal à 0,68. Alors, encore une fois, on va regarder nos deux dessins. Lequel des deux dessins a de l'allure? Ben, c'est le deuxième, hein, parce que ça se peut pas que cette surface-là ici, qui représente moins que la moitié du graphique, soit égale à 0,68, alors que celle-là ici, c'est fort plausible. Donc, on va rejeter ce premier dessin-là. Et si j'ai 0,68 comme surface, ben, ça veut dire que d'un côté, ben, j'ai 0,5 et de l'autre, j'ai 0,18.
Alors, on va aller voir dans la table où est-ce qu'on a une probabilité, donc à l'intérieur de la table, où est-ce qu'on a une probabilité ou une surface sous la courbe, si vous préférez, qui est près de 0,18. Ben, la valeur que je trouve, c'est celle-là ici, qui est encerclée, qui est 0,1808. Alors ça, c'est à l'intersection de la ligne 0,40 et de la colonne 0,47. Mais attention, cette fois-ci, le 0,47 qu'on cherche, ben, il est du côté négatif. Alors, ça veut dire que ma cote Z, elle va être égale à moins 0,47. Et en isolant K, ben, on trouve que K est égal à 25 180. Et un dernier exemple, 18% des citoyens de cette ville ont un revenu inférieur à la valeur recherchée. Alors, en probabilité, on cherche le K, donc, qui est le revenu cherché. La probabilité que X soit inférieur à K vaut 0,18, ce qui veut dire qu'en cas de Z, ça devient la probabilité que Z soit inférieur à K moins 28 000 sur 6 000, qui est égal à 0,18. Si on regarde nos graphiques maintenant, lequel des deux graphiques a une surface qui vaut 0,18? Ben, c'est probablement pas celui-là parce que la moitié du graphique plus une autre partie, ça peut pas donner 0,18. Il faut absolument que ça donne quelque chose de plus grand que 0,5. Alors que ça ici qui vaut 0,18, oui, ça c'est possible. Et remarquez que ma cote Z, encore une fois, sera négative parce que je suis à gauche du 0. Alors, pour aller fouiller dans la table, ben, j'ai besoin de l'air sous la courbe entre 0 et la cote Z. Donc, cette surface-là vaut 0,32. Alors, on va aller voir à l'intérieur de la table où est-ce qu'on a une probabilité qui est près de 0,32. Et ce que je trouve, c'est à l'intersection de la ligne 0,90 et de la colonne 0,92, où je trouve 0,3212. Alors, ça veut dire que K moins 28 000 sur 6 000 sera égal à moins 0,92. On va isoler notre K et ça va nous donner une valeur de 22 480. Alors, avec les exemples nombreux qu'on a fait aujourd'hui, ben, vous êtes maintenant en mesure de compléter les exercices de la section 3.6.5 qui portent sur la loi normale, mais qui portent aussi sur d'autres lois qu'on a vues. Sauf le numéro 10, parce que le numéro 10 porte sur la loi uniforme, et on n'a pas vu la loi uniforme, et on ne la verra pas non plus. Donc, vous pouvez laisser tomber le numéro 10. Alors, bon travail, et on se reparle bientôt.